mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, notre émission se tiendra dans les Pyrénées, plus précisément dans les Pyrénées ariégeoises et plus précisément encore dans le village Le Mas d'Asile. C'est dans ce village que vont se tenir les rencontres intitulées « Histoire de se rencontrer » du 18 au 24 mars 2024. Et c'est dans ce village aussi que je me suis entretenu par Zoom, bien sûr, avec la créatrice de ces rencontres, Maëlys Isabelle Bouffartigue. Maëlys Isabelle Bouffartigue est une personnalité du théâtre, à la fois comédienne, dramaturge, scénographe. Alors depuis 4 ans, puisque cette année il s'agit de la 4e édition de Histoire de se rencontrer, Maëlys organise et anime une semaine d'histoire et de spectacle. Les 2 premières éditions ont été parrainées par Edgar Morin, et cette année, comme chaque année, pendant une semaine, des historiens, des écrivains, des cinéastes et des personnalités du théâtre et du spectacle vont se produire et se rencontrer à Le Mas d'Asile. Le Mas d'Asile est aussi un lieu d'histoire, et j'ai d'abord demandé à Maëlys de nous présenter ce village. L'Ariège est très riche de par ses histoires. L'Ariège, c'est aussi toute la Retirada. C'est pas loin de Toulouse, mais c'est à la frontière, vraiment, les montagnes. Les Pyrénées sont de l'autre côté des Pyrénées, c'est l'Espagne et c'était Franco. Et bon, le Mas d'Asile, moi, petite, j'ai grandi en Haute-Garonne, c'est à côté de l'Ariège, hein, c'est pas du tout loin. J'ai toujours entendu parler du Mas d'Asile. On était allé évidemment visiter la grotte, etc. Bon. Mais plus je suis maintenant en Ariège, plus je me rends compte qu'il y a une histoire tellement chargée, quoi, une historique, mais pas que pendant la guerre. Il y a eu les Huguenots, il y a eu enfin, les protestants, il y a eu des dragonnades, donc des protestants qui se sont fait brûler sur les places publiques. Il y a eu, et donc tout ça, c'est des couches et des couches et des couches et qui font qu'aujourd'hui, on le sent très fort, en fait. Toute cette histoire chargée, et même en dissension, en fait, hein, aussi, en dissension, en opposition.
Et je trouve qu'on le retrouve aujourd'hui. On a tout ça aujourd'hui encore beaucoup, très vivace. La retirada est très vivace. La tenue des guerrieros à l'époque est très, très vivace, mais celle des anarchistes aussi, hein, qui parfois ont des conflits avec les guerrieros. Mais tout ça, c'est exact. Il me semble, avec mes petits yeux, je ne suis pas une sociologue, mais j'ai l'impression que c'est exacerbé. C'est très prononcé en Ariège. Et quand les gens sont engagés, ils sont engagés. Que ce soit d'un côté de l'autre, en haut ou en bas, ils sont engagés. Et c'est Oui, parce ça que je aussi. vois que, par exemple, quand je lis que le Mas d'Asile a été un lieu du protestantisme, qu'on a même appelé, paraît-il, hein, la Genève du comté de Foix, parce que c'est à Oui, côté de la ville de Foix, et oui, que lorsque Louis XIII a voulu attaquer les Huguenots, eh bien, il y a eu 500 morts, mais ils ont résisté. Et absolument. les troupes n'ont pas réussi à rentrer dans le Mas d'Asile. Non, voilà. Et ça, je vous dis, hein, les Huguenots, c'est très fort, très, très fort. Donc, cette mentalité-là, elle est restée, quoi. Il y a quelque chose à l'heure actuelle, euh, euh, à la fois, moi, j'ai eu des difficultés à placer mon festival, ouais, mais parce qu'en fait, c'était de la méfiance. On se disait, c'est quoi encore, celle-là, elle vient nous faire la leçon. Mais moi, j'avais pas compris. Au début, j'ai été blessée, quoi. C'est compliqué parce qu'il y a de réelles dissensions, parce que de réelles oppositions à l'humanisme, on va dire. Ça, c'est clair, net. On le sent très fort aussi, mais ça, c'est un peu national. Mais Oui. évidemment, comme je vous dis, au Mas d'Asie, ça s'exacerbe et c'est pas que le Mas d'Asie, c'est l'Ariège entière. Il y a en Ariège, il y a des néo-ruraux qui ont une toute autre vision du monde, qui sont venus s'installer avec leur opinion, mais ils se sont confrontés à des locaux, mais des fois ils ont coopéré avec les locaux. Vraiment, certains locaux ne se reconnaissent nulle part. Certains néolibéraux vont vomir les locaux qui font chier. Alors, alors mais il y a des réelles solidarités aussi, c'est magnifique. Donc, c'est un, j'avoue que pas cet arrondissement, ce département m'inspire beaucoup. Je me dis, ce n'est pas un terrain facile. Et pour le théâtre et ce genre de propositions que je propose, eh ben, c'est pas facile. Pour y accéder non plus, c'est pas facile. Il n'y a pas de navette, il y en a une, mais pas la totalité de l'année. Il y en a une et le matin pour aller jusqu'à Toulouse, mais il faut s'arrêter. Enfin bon, mais déjà, il y en a une. Bon, hein, on connaît les soucis de la campagne. Si tu n'as pas de voiture, tu es foutu, quoi. Ou alors, tu as le vélo, mais il faut avoir de bons mollets, surtout en Ariège. Hein, ou alors de très bons vélos. Et Oui, parce que je signale quand même que c'est dans les Pyrénées, hein. Bon, tout le monde voilà, n'a on peut-être appelle pas ça situé l'Ariège, mais l'Ariège, c'est dans les Pyrénées. Ça monte et les ça Pyrénées. descend. Il y a même les Pyrénées ariégeoises. Ah oui. Donc, les Pyrénées, il y a les Pyrénées ariégeoises et après, plus haut, les Pyrénées tout court. Mais c'est vraiment montagneux. Donc, ça monte, ça descend, les vélos, c'est pas la peine. Hein. Enfin, moi, à mon âge, voilà, quand c'est plat, ça va, quand ça descend, c'est super. Mais bon, après, faut monter. Mais c'est un paysage magnifique. Je trouve que la nature a été vraiment, par rapport à d'autres départements, sauvegardée. Il y a vraiment des choses faites et des choses défaites. Et voilà, et on est vraiment, ça fourmille de dissensions, mais de coopération, d'idées originales, voilà, et le maire du Mas d'Asile m'a ouvert les portes. Vraiment, il est très content. La mairie de Mas d'Asile, ils sont contents qu'il y ait ce genre Mais ils sont habitués, l'humanisme, la philosophie, les préoccupations, le théâtre dans leur salle des fêtes à la mairie régulièrement. Ils sont très ouverts à tout ça ils sont ouverts au débat. Alors, encore une petite précision sur cette région. C'est là qu'il y a eu le camp du Vernet. Bien sûr que nous collaborons avec le camp du Vernet, ça va de soi. C'est un partenaire. Et d'ailleurs, on ne dit pas le camp du Vernet. Moi, je vais faire comme eux, ceux qui dirigent le camp, c'est le camp de concentration du Vernet. Parce Ah oui. qu'à l'époque, même le ministère de l'Intérieur appelait ce camp un camp de concentration. C'est après, avec tout ce qui s'est passé d'horreur, des différences de camps de concentration nazis, en fait, que lui, les gens un petit peu dans l'institution n'aiment pas appeler ce camp camp de concentration. Moi, en ayant
eu connaissance de toutes les archives de l'époque, hein, même le ministère de l'Intérieur à l'époque appelait ce camp un camp de concentration. Le camp de concentration de Vernet, c'est là où on concentre une population. C'est loin d'être un camp nazi, hein, ça c'est clair. Mais c'était un camp sous l'occupation et un camp de concentration où on a concentré d'une manière forcée des individus parce que c'était surtout les étrangers indésirables. On les nommait comme ça à l'époque, Les notamment Espagnols les d'abord? guerrilleros. Eh ben, mais les guerrilleros espagnols étaient considérés, et d'ailleurs les républicains espagnols, quels qu'ils soient, étaient considérés comme des étrangers indésirables hein, par la Troisième République. Hein. Euh, c'est devenu très vite des étrangers indésirables. Donc ça, on l'oublie souvent. Ça n'a pas été un accueil, les bras ouverts. L'État, j'ose le dire, je ne veux pas faire polémique, mais je trouve que l'État les a très mal reçus. Et la population les a beaucoup mieux reçus, beaucoup mieux reçus. Il y a eu une solidarité dans les campagnes, hein, une solidarité avec les guerrieros, vraiment, Et il y a eu aussi une solidarité, je crois, avec les enfants juifs qui ont été récupérés dans la région. Et absolument. justement, là, on parle, alors attendez, je cherche le nom, on parle du... Du château de la Île, hein, Voilà, les enfants du château de la Île. oui. C'est extraordinaire. Donc, du coup, voilà pour la manifestation, ils sont invités. Moi, je leur ai accordé une carte blanche, comme l'an dernier. L'an dernier, j'avais envie qu'ils parlent des guerrieros et de la retirada, et après, ils ont fait leur petite sauce. Caminant amb una flor al cor i quan l'exili ja no ens faci por, allà anirem a contemplar les neus i viurem davall dels Pirineus, cheminant avec une fleur au cœur. Et quand l'exil ne nous fera plus peur, là-bas les neiges nous irons contempler et nous vivrons dessous les Pyrénées. Tout ton espoir alors s'entassait dans ce champ, et tu rêvais si fort et tu chantais souvent. Et comme dans tes yeux le monde était changé, quand nous venions te voir et que tu nous disais caminando amb una flor al cor i quan l'exili ja no ens faci por, allà anirem a contemplar les neus i viurem davall dels Pirineus. Et doucement nous rêvions avec toi sur des routes de fièvre que caressaient nos pas, et nous creusions la terre avec nos seules mains, et tu disais ami ce sera vrai demain. Tant d'espérance ainsi nous demandait de vivre, nos rires revenaient et chacun de les suivre. La ville nous tuait mais nous les survivions, en oubliant ces rues pour d'autres horizons. Caminant amb una flor al cor i quan l'exili ja no ens faci por, allà anirem a contemplar les neus i viurem davall dels Pirineus. Mais une mauvaise herbe ne peut demeurer en de trop beaux jardins qu'elle vient déparer. Et non content de fuir cette contrée stupide, tu voulais réveiller tous les cœurs qui se vident. Alors casqué de haine, un jardinier de l'ordre a fauché de ses lois les parfums du désordre. Et tu t'en es fané comme l'herbe indolore, mais à ton souvenir nous te chantons encore. Caminando amb una flor al cor i quan l'exili ja no ens faci por, allà anirem a contemplar les neus i viurem davall dels Pirineus. La 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 la.
Après cette ballade catalane interprétée par notre ami Serge Hudger Royo, nous reprenons le chemin du village de Lema d'Asile, en Ariège, où se tiendra du 18 au 24 mars 2024 la manifestation culturelle intitulée « Histoire de se rencontrer ». C'est Maëlys Isabelle Bouffartigue qui l'organise et c'est l'artiste que nous allons vous présenter maintenant. Je lis comme ça votre présentation, dramaturge, scénographe, metteur en scène et comédienne atypique. Alors, j'ai pas compris atypique, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors ça, c'est peut-être passé, et c'est peut-être d'autres personnes qui m'ont nommé comme ça, et Ah du coup, c'est voilà. revenu dans les cahiers. Atypique, je pense, parce que je ne prends jamais le consensus Ah artistique oui. que l'État nous donne. Je suis toujours, euh, des fois, très en avance. Ou alors, ils disent que je suis en retard et ringarde. Par exemple, j'avais fait un truc sur les archétypes féminins masculins qui s'appelait Les pleurantes et les pleurants. Il y a de cela, c'était en 2003-2004. Je suis passée pour une vieille hystérique des années 70, mais tout y est. C'est-à-dire même MeToo y est. Tout y est dans cette pièce. Mais je me suis fait traiter autant par les artistes que par les acteurs culturels qui donnent des subventions, par toutes les institutions, je veux dire, de folles hystériques des années 70 dépassées complètement, mais complètement dépassées. Tout allait bien pour les femmes, enfin. Oh, et voilà. Donc en 2003, je vous le signale, c'était parfait pour les femmes. Et puis tout d'un coup, ça va plus. Alors donc, c'est un petit peu de ça, peut-être que les gens ont dit atypique dans ce sens-là un peu. Euh, alors, auteur, en effet, j'écris, mais j'écris plutôt pour la scène, hein. Donc les mots, celui qui veut reprendre mes mots, eh ben, il va falloir qu'il se casse la tête au niveau scénique, parce que moi, je fais des scénographies en fonction de mes mots. La lumière aussi. Les acteurs, j'ai formé plein d'amateurs qui après ont joué avec moi, puis maintenant jouent de par le monde. D'ailleurs, ils jouent davantage, ils sont plus professionnels que moi, ils gagnent plus que moi. Bref, peu importe. Ça, c'est. Voilà. Mais rien ne m'arrête, quoi. Quand on me dit non, mais vous êtes ringarde, c'est désuet, je me dis, bon, vraiment, encore une fois, l'État ne comprend jamais rien. Non, c'est ce qui est faux. Mais je trouve qu'il a toujours un temps de retard. Toujours un temps de retard. Alors, ça m'encourage, du coup. Alors, j'y vais, je vais au front. J'ai monté L'espèce humaine de Robert Antelme, chose qui n'a jamais été montée sur scène. Maintenant, à peine ça commence. Et quel est le thème justement de l'espèce humaine? L'espèce humaine, c'est donc le témoignage de Robert Antelme, hein, qui a été déporté en 1944. Et pour moi, c'est un message, je n'aime pas dire ce mot, mais il nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit qu'il n'y a pas des espèces humaines, mais qu'il n'y en a qu'une. C'est révolutionnaire. Et pourtant, c'est vieux comme le monde, ça devrait être acquis par tout le monde. Mais non, on trouve toujours quelqu'un qui n'est pas comme nous. Et pourtant, nous sommes du même peuple, tous, finalement, nous appartenons au monde. Point, c'est tout. Et il n'y en a pas un plus civilisé que l'autre, plus intelligent que l'autre. Il n'a pas les mêmes cultures. Il y a beaucoup de différences, de singularités, mais nous sommes les mêmes. Donc, pour moi, ça, c'est absolument essentiel. Alors, pour la mise en scène, j'ai vu aussi que vous faites jouer le public. Alors, le public, je ne le fais pas vraiment jouer, mais je m'adresse à lui. Et donc, parfois, il répond. J'ai même eu des personnes qui, des fois, ont pris le micro et ont eu des choses à dire. Alors, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je m'amusais avec la définition du mot police. Police, il y a aussi polisser par le biais de la culture, par le biais des mœurs, adoucir les mœurs par le biais de la culture. C'est tout ça aussi, le mot police. Donc, je m'amusais. Et en même temps, je mordais un petit peu dans cet état policier qui se dessine. Enfin bon, voilà. J'étais un petit peu mordante, mais il y a déjà un bon. C'était au moment de Sarkozy, c'était sous Sarkozy. Eh bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui délicatement m'a poussé du micro, gentiment, hein, du public, hein, il s'est levé. Donc, c'est vrai que c'était pas sur une scène nationale où personne du public n'ose pas bouger. Il y a les idoles et les autres.
c'est vrai, c'était pas sur une scène nationale, mais quand même, c'était sur un truc assez classique. Eh bien, il s'est levé, il est monté sur la scène, il a pris le micro, et il a dit, ben moi j'ai des choses à dire sur la police. Il y a des policiers qui se suicident, il y a des policiers qui vivent très mal leur métier. Mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est génial. Pour moi, ça mérite un César. C'est bête, hein. Personne ne m'en met. Alors moi, je me les mets. Je Alors, m'autoproclame. vous avez aussi joué, j'ai vu, dans plusieurs pays. Euh, Oui, vous vous êtes allé en Afrique, vous êtes allé au Québec. Bon, et oui. vos pièces, elles sont bien reçues là-bas? Comment ça se passe? Alors au Québec, quand même, j'ai joué un solo autour de l'immigration assez poétique, un solo qui n'est pas frontalement politique, qui est poétique. Mais c'était le Festival des anarchistes. Ah, Alors donc, j'ai eu un accueil, on ne peut plus chaleureux. J'ai eu un accueil, mais alors, j'ai eu vraiment, ça a été reçu par le public, mais ce n'est pas qu'un public d'anarchistes qui va dans ce festival, hein. Il y a des oui. gens ouverts. Mais vraiment, j'ai eu un super accueil. Un super accueil. Et en Afrique, alors là, oui, vraiment, je me suis fait une belle réputation là-bas, grâce à ce solo. Et après, j'ai joué d'autres choses, bien sûr. Mais la première fois que j'y suis allée, oui, j'ai eu vraiment du succès. Les gens eux-mêmes, j'avais un cœur. Hein, c'est comme le chariot de Tepsis, là. Il se promenait et puis il faisait ses discours, enfin, ses déclamations. Et après, il y avait le cœur parce que le public avait des choses à dire. Voilà. Mais ça s'est passé comme ça. J'étais surprise. Mais mon Dieu, c'est la communauté gitane. On a joué dans plusieurs villes et toute la communauté gitane, donc à Cracovie, Varsovie, et puis Yelona Gura. Et là, on a joué, oh, c'était extraordinaire. Et là, en fait, ils se sont donné le mot de famille à famille. J'avais, comme c'est un théâtre qui n'est pas du divertissement, et on jouait dans la rue, et il y avait beaucoup de jongleurs, de trucs comme ça, qui étaient plutôt divertissants, légers. Moi, j'ai rien contre le léger, j'adore aussi, hein. Mais moi, je faisais autre chose. Donc, les gens étaient surpris, j'avais pas beaucoup de public. Mais alors, à un moment donné, j'ai eu un public tellement fou, des gitans de partout qui venaient de Pologne pour me voir. Et il y a un prix qui a été remis lors de ce festival. Il y a toujours un prix, c'est une rose jaune. Donc, nous, on savait l'artiste qui était choisi. C'était une bluesman, une bluesman qui était super américaine, géniale. Donc, elle a eu sa rose jaune. Mais la tradition de ce festival, c'est que chaque artiste allait sur la scène pour saluer le public et le public de remercier. Et il chante une chanson qui est Longue vie à Maïlis, qu'elle vive jusqu'à 100 ans. Bon, ils nous rendent hommage parce qu'ils nous ont tous aimés, mais ils en choisissent un. Et donc, là, moi, quand j'arrive au plateau, bon, je savais que c'était l'autre, j'attendais pas la rose jaune. Longue vie à Maïlis. Et là, tout d'un coup, je vois des gens de loin, et j'en reconnais quelques-uns, c'était des gitans. Et il y en a un avec une rose jaune très haut, quoi, qu'il portait haut à la main. Et le public s'est scindé en deux. Ils sont arrivés et ils m'ont offert une rose jaune. C'est peut-être ça l'atypique. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé. Et ça n'est jamais arrivé depuis, ça n'était jamais arrivé. Pour moi, ça, c'est un César, un Oscar. Vraiment, ça, c'est des remerciements extraordinaires. Voilà. Voyez-les grimacer vers nous, écoutez-les parler de nous, entendez-les chanter pour nous, regardez-les danser sans nous. L'armée civile d'Européa, aux dignitaires d'Européa, hommes d'affaires d'Européa, pauvre, pauvre opéra. Il y a longtemps, chers dirigeants, que nos mains sont soudées. Par-delà les gouvernements, de l'hiver à l'été. Petite terre du sud au nord, nous voulons vivre. Changer la nuit, changer le sort, fondre le givre.
humain, qu'en faites-vous dans votre soustraction? Vous avez la machine à sous, il pointe aux élections. Jouez sans nous, sans notre chant, veuillez nous oublier. Tous vos châteaux sont bien trop grands pour nos humanités. Voyez-les grimacer vers nous, écoutez-les parler de nous, entendez-les chanter pour nous, regardez-les danser sans nous. L'armée civile d'Européa, aux dignitaires d'Européa, hommes d'affaires d'Européa, pauvre, pauvre opéra. Nos regards vers les Britannies, les Germanies et l'Italie, la lune de toutes les Russies, toutes les Ibéries. Voyage par-dessus les toits des grands offices, des banques et des consulats ou des polices. L'amour, l'amour, heureusement, n'a pas besoin de loi. Les parlements, les présidents tourneront bien sans moi. La vie, joyeusement, blanchira les drapeaux. Et nous joindrons malgré le vent tous les points cardinaux. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. C'est Serge Udger-Royot qui nous accompagne dans cette émission avec sa chanson toujours d'actualité, Européa Band. Et c'est maintenant l'artiste Maïlis qui va nous donner le programme de la 4e édition de la manifestation culturelle intitulée « Histoire de se rencontrer ». Cette manifestation se tiendra dans le village Le Mas d'Asile en Ariège du 18 au 24 mars 2024. Alors, la date n'a pas été choisie au hasard. C'est dans le cadre de la Semaine nationale pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre le racisme. Donc, on y tenait. On tenait un petit peu à être un peu plus cohérent, en tant que faire, être cohérent. Voilà. Oui, parce que les thèmes du festival, quand même, des plusieurs versions que j'ai pu voir, c'est un festival humaniste, hein, je crois que vous le définissez aussi comme ça, qui dénonce à la fois les discriminations, les colonisations, les crimes de guerre et les génocides. Et peut-être que j'en ai oublié, et le racisme. En fait, c'est avant tout, c'est autour des crimes contre l'humanité et de la transmission de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? Il y a le crime des crimes, qui est le génocide. Il y a le crime contre l'humanité qui est reconnu comme tel, ceux qui sont en avancement juridique. La colonisation est considérée comme un crime contre l'humanité. Il faut arriver à le prouver juridiquement. Donc tout ça, c'est autour. Mais un crime contre l'humanité, généralement, se fabrique. Il met plusieurs siècles, des fois, à s'organiser et à se fabriquer. Et à quel moment on est sur un chemin génocidaire ou à quel moment on est sur ce chemin-là. Donc, généralement, hein, le sexisme, le racisme, la désignation de certaines populations, le racisme culturel,
tout ça fabrique ces crimes contre l'humanité généralement. Donc, c'est pour ça que c'est très large lorsqu'on aborde les crimes contre l'humanité. Mais je tiens à ça. C'est comment on peut arriver à tuer et à faire des massacres. Comment l'humain, qui est le même, hein, que je dis l'espèce humaine, pour moi, elle n'est qu'une, il n'y a qu'une espèce humaine, mais comment on arrive à être parfaitement gentil et solidaire et empathique, et puis il suffit qu'un monstre politique naisse et qu'on croit à cette chose-là, avec croyance et conviction, et en pensant faire finalement le bien, on assassine. On assassine. Et parce que les personnes qu'on assassine ne sont pas tout à fait des personnes, par exemple. Hein, on considère que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Alors effectivement, bon, l'actualité, nous savons ce qui se passe à Gaza, nous savons exactement. Oui, Bon, alors là, on est en pleine actualité, mais je vois que le lundi, donc 18 mars, vous commencez par un génocide très connu, le génocide des Tutsis. Alors avec absolument. une lecture de Hélène Sirven, c'est Sirven ou Oui, Sirven? Sirven. Sirven, Sirven. qui, qui va lire Génocidé. Alors, génocidé, effectivement, j'ai regardé ce que c'est. C'est extrêmement triste. C'est un texte extraordinaire. Non, il n'est pas que triste, hein, ce livre. Il est instructif, Mhm. triste, bien sûr. En tout cas, il développe l'empathie, c'est vrai. Ça force un peu d'empathie, hein. C'est pas mal, parce que je trouve qu'on est de moins en moins empathique. Il peut se passer les pires drames ailleurs. Tant que ça ne nous touche pas, ça aussi, ça fait partie de l'espèce humaine, hein. Partout, la même, pour tout le monde. Donc, il force l'empathie. Et puis aussi, surtout, il est très instructif. Et Génocidé de Révérien Rourangois, pour moi, c'est un grand Qu'est-ce qui s'est monsieur. passé pour ma famille? C'est pas seulement pour ma famille, c'est pour tous les Tutsis. Et c'est une grande peur. C'est une grande peur parce que les Hutus ils commencent à aiguiser leurs machettes. Ils commencent à tuer des Tutsis, même des enfants, des gens qui n'avaient rien fait de mal. C'est des gens que tu croyais tes amis, des gens que vous avez tout fait ensemble. Que du jour au lendemain, tu voyais que ça change, c'était une grande peur. Et moi, le 20 avril, toute ma famille a été tuée. Il n'y a plus personne. Il n'y a que moi qui est resté aujourd'hui. Et je suis resté, oui, même pas en entier. Je suis là, mais je suis plus comme avant. J'avais une famille, j'ai plus de famille. J'avais deux yeux, il me reste qu'un œil. J'avais deux bras, il me reste qu'un bras. Ils m'ont tué, mais je ne suis pas mort. Parce qu'ils m'ont coupé le bras, j'ai des coups de dents dans mes côtes, un nez arraché, le nez coupé, la tête coupée. Il ne faut pas oublier que le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est 1 200 000 personnes tuées en 3 mois. 3 mois, vous imaginez ce que c'est, en 3 mois, ça fait même pas 100 jours. C'est le génocide qui a été le plus rapide de tous les génocides. Et c'est un génocide qui a aujourd'hui beaucoup de problèmes de se faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de bourreaux, il y a très peu de rescapés qui puissent parler, et il y a encore très peu de gens qui veulent nous écouter. Et ça, je ne comprends pas comment on décide d'aller exterminer quelqu'un pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il a fait. Et ça, jusqu'au bébé, jusqu'au nouveau-né, jusqu'où on va même inventer aux femmes, parce qu'ils portent un bébé Tutsi. Est-ce que j'ai choisi d'être Tutsi? Non. Est-ce que l'autre, il a choisi ce qu'il est? Non. Et alors, pourquoi m'en vouloir pour ce que je suis? Et encore, pourquoi ce silence? On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Bon, maintenant, on peut y aller, ils ne interdisent pas de rentrer au Rwanda. Mais en même temps, on sent qu'on est indésirable, parce qu'on gêne. On gêne le système politique qui veut réconcilier les Hutus et les Tutsis. Mais le problème, c'est qu'on nous oblige à nous réconcilier. Et je ne pense pas que c'est comme ça que la réconciliation se passe. Ce n'est pas en libérant un génocidaire, et tout en sachant que quand il sera dehors, qu'est-ce qu'il va faire en premier? C'est aller éliminer le témoin. Et le témoin, les rescapés, on n'est pas protégé. Déjà, on n'a plus rien, ni famille, ni rien. C'est à nous-mêmes de nous débrouiller.
J'ai été agressé plusieurs fois, ici en Suisse, à Lausanne. J'ai été agressé une fois en Belgique par les Hutus que je ne connais même pas, qui ne me connaissent même pas. Et ça, il n'y a que nous de nous en sortir parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui veut nous écouter, qui veut nous donner la parole. Mais bon, le génocide des Tutsis, pourquoi? Parce que c'est le 30e anniversaire et qu'il est reconnu depuis tel quel, depuis peu, et que la complicité de la France, bon, bien qu'elle n'ait pas nommé, elle n'ait pas employé le mot complicité, mais en tout cas cet accompagnement, je ne sais pas comment le nommer, je ne me souviens plus comment Macron avait prononcé ces mots, mais en attendant, euh, ça, c'est beaucoup plus apaisé. Moi, pour les 20 ans du génocide, de ce génocide, il fallait batailler contre toutes les institutions. Il y a des institutions qui m'ont... Parce que j'avais monté Génocidé de Réveria, mais ils m'avaient traité de être trop politique. Vous êtes trop politique, ça ne se fait pas ça dans l'art. Donc, ben oui, parce que c'était en cours d'instruction, de juridiction. C'est ça, un crime contre l'humanité. Non seulement il met longtemps à se produire, quand il se produit, il est très meurtrier, s'il ne l'est pas, s'il est moins meurtrier comme à Srebrenica, il est d'une violence rare, et c'est ensuite, il est tout génocide et tout crime contre l'humanité sont fabriqués avec son négationnisme. Donc, alors après, il faut que le survivant dise, mais je vous assure, on nous a assassinés parce que on est né, pas parce qu'on a fait. Donc, et après, ils mettent des dizaines et des dizaines d'années à arriver à se faire entendre. C'est ça la réalité de génocide. Donc, j'espère que, oui, le plus jamais ça. Bon, on voit bien que ça marche pas, mais comment faire pour éviter le plus possible cette chose qui fait sortir l'humain de, le pire, les pires des choses de l'humain, les pires. Et le rescapé, après, rentre en haine, alors qu'il n'avait jamais eu de haine dans sa vie. C'est abominable. Je trouve qu'un humain qui est dans la haine, mais c'est une souffrance abominable, même pour le bourreau comme pour la victime. C'est comment on peut éviter ces états, ces passions hyper négatives, comme dirait Spinoza, hein, les passions positives ou négatives de Spinoza, mais la haine, mais c'est le summum. C'est le summum, mais en plus, elle regroupe plein d'autres passions. Alors, moi, c'est cela qui me questionne. Comment on peut arriver à de tels états? Voilà. Et comment on peut en sortir aussi? Alors effectivement, Alain Gauthier, c'est la poursuite des génocidaires. Voilà, Parce c'est que ça. les Hein, génocidaires, pendant très longtemps, ils ont voilà. même été protégés, et surtout en France. Voilà. Il y en Donc avait beaucoup en France. c'est C'est important, parce important. que Donc, c'est une Alain bande Gauthier, dessinée, hein. voilà. Alain Gauthier nous a fait quand même l'honneur de venir jusqu'au Mas d'Asile alors que c'est le 30e anniversaire. Il est appelé de tous les côtés. Donc, remercions-le publiquement. Voilà. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés, viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands et de policiers, au vent qui sème la tempête,
se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'États pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'États pour profiter de nos combats. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Maëlys nous a donné le programme du premier jour de la 4e édition de la manifestation culturelle Histoire de se rencontrer, qui se tiendra dans le village Le Mas d'Asile, en Ariège, du 18 au 24 mars 2024. Alors après la journée du lundi 18 mars qui sera consacrée au génocide des Tutsis, la journée du mardi 19 mars sera, elle, consacrée à la participation de Jean-François Piquet, qui jouera un comique qui fait parler. Le mardi, c'est autour des sourds. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous le faites. Non, non, j'ai décidé de traduire ce festival. J'aime pas le nommer festival parce que ça induit en erreur. Cette manifestation, ces rencontres, de les traduire en LSF. J'ai même honte de ne pas l'avoir fait dès le début. C'est une histoire aussi un peu de budget parce que je n'ai pas envie d'employer des bénévoles pour ça parce que c'est leur métier. Hein. Il y en a, ils vivent vraiment de la traduction, de l'interprétation. Hein. C'est une langue difficile à apprendre. Donc, oui, c'est important. Je ne sais pas, j'interroge mes amis et moi-même, je m'interroge, je n'ai pas d'amis sourds. Voilà. Sur le continent, là, j'en ai pas. J'en ai en Afrique, mais pas ici. Donc, où est-ce qu'ils sont? Voilà, je pose la question. Alors Alors, c'est maintenant, je voudrais qu'on... Jean-François, je vois que c'est Jean-François Piquet qui va Jean-François être Piquet qui va présent. faire un spectacle, Jeff, qui est très très connu et reconnu, qui est aussi universitaire, hein, qui enseigne aussi la langue des signes, etc. Et puis ce grand monsieur, ce grand ponte qui va venir faire une conférence, qui est monsieur Yann Quentin, c'est monsieur référence Histoire des sourds. Voilà, j'avais vraiment envie et je le ferai peut-être encore parce qu'on n'en a jamais fini, c'est pendant 1 heure qu'on voit l'histoire des sourds. Et c'est très important parce qu'on nous l'a, alors celle-là, si on nous l'a cachée, celle-là, si on ne nous a même pas préoccupé qu'elle existe ou pas. Voilà, les sous, on s'en fout. Eh bien, nous, voilà, hein, les en bonne, enfin, les soi-disant complets, là, hein, pas handicapés, franchement, je trouve qu'on est plein d'handicap. Voilà, on n'a même pas su accueillir tout le monde, quoi. Enfin, c'est la honte. Donc, comme j'aime pas avoir honte, hein, je me bouge pour ça. Voilà. Alors, Voilà. le mercredi, c'est un autre sujet, donc c'est effectivement les enfants juifs, la protection Voilà. des enfants juifs, un film Les Petits Cailloux Blancs, qui est un Voilà. film récent, hein. Alors, je ne le sais pas. Je ne Ah sais oui, pas de quand il date. Je ne sais pas de quand il date. Pas si récent que ça. Mais pas vieux, pas non plus ah de oui. plusieurs dizaines d'années. Hein. Non, non, non. Et alors, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette soirée-là est vraiment organisée. Alors, avec ma connivence, évidemment, mais organisée par toutes les structures mémorielles et qui s'intéressent à l'histoire d'Ariège pendant la Seconde Guerre mondiale, qui l'organisent. Donc, d'ailleurs, ils ont une réunion bientôt, ils vont nous concocter quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est des passionnés, tous ces gens. Quand on voit Olivier Nadous et Suzelle, sa femme, Hugues et Annie Verger, qui font partie de Mémoire Résistance en Ariège, ils ont des centaines de témoignages. C'est précieux ce qu'ils ont fait, le travail sur le territoire. C'est des gens remarquables. Danick, Lazaro et Gilbert, c'est pareil pour Aulus-les-Bains, les enfants, comment ils vivaient à l'époque, les enfants, pas que les enfants juifs, mais les enfants pendant la guerre. Enfin, vraiment,
Donc, exactement, je sais que ça sera sur les étrangers de race juive, notamment les enfants juifs. Et ça, c'est le point de départ. Mais il nous concocte exposition, le petit film et une table ronde entre tous. Alors, Tu vois. le jeudi, on passe au jeudi. Alors, le Je vois jeudi, une conférence, alors l'utopie nazie. Donc, ça suit, hein, ça suit absolument. ce qui s'était passé. Alors là, c'est Christian Ingrao qui va venir, Ingrao, oui, un historien qui est connu, qui est déjà très euh, connu. forcément investi dans ces périodes. Alors lui, il va venir faire une conférence. Lui, il va faire une conférence et c'est l'utopie nazie. Carte blanche à lui aussi, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Parce qu'il a écrit quand même de nombreux livres, tous très très intéressants, sur la violence de masse, hein, les crimes de masse ultra violents qu'il y a eu aussi pendant la guerre, etc. Plus l'utopie nazie, qu'est-ce que c'est que le nazisme finalement? Voilà. Donc, il fait partie de tous ces historiens pionniers en France, un petit peu moins dans d'autres pays parce que l'Allemagne, ils sont un petit peu plus en avance que nous. Mais c'est un autre point de vue du nazisme où on nous a quand même inculqué que c'était un régime totalitaire avec un homme, une hiérarchie absolue. Eux, ils démontent ça. Hein. Ils ne disent pas que ce n'était pas une dictature, bien sûr, mais c'était bien plus complexe, bien plus complexe. Donc, il va venir nous parler de cette vision du monde nazi et voilà. Et donc, on risque d'être étonné de ce qu'il va nous raconter. Moi, je suis très fière hein, d'avoir ce monsieur. Il a dit en quelques minutes, il m'a dit oui, qu'il venait. Il est très occupé, on le sait. Je suis, voilà quoi, hein, honorée quoi. Enfin, on est content, et puis on a hâte de l'écouter. On a hâte de l'écouter. Et là, je vois que du coup, ça circule. Donc, parce qu'il y a une librairie que j'ai conviée qui sera là, qui tient une table librairie. Et eux ils ont lu récemment ces livres, ils sont enthousiastes. Ça fait un petit feu de paille en Ariège, là, où on dit Ingrao, 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 blablabla, venez écouter ça, on n'a pas entendu encore. Donc, moi, je trouve ça formidable. J'aimerais qu'il y ait du monde, parce qu'après, les gens sont toujours occupés au dernier moment et tout. Mais quand même, ça suscite des interrogations, donc je trouve ça super. Bon, voilà. Et puis après, Christian Ingrao, sa façon de faire dans les conférences, il est rock'n'roll, quoi, Ingrao. C'est pas l'historien où on a peur de. Universitaire. Voilà. C'est un grand, grand monsieur, un grand C'est érudit, quelqu'un mais qui sait accessible. exprimer ce qu'il ressent. Voilà. Voilà. Accessible et voilà. Alors, le vendredi, vous abordez un thème que vous aimez bien aussi, enfin que vous Ah connaissez oui, bien, qui est la colonisation. Que la vous aimez bien. colonisation. Non, j'aurais pas dû dire que vous aimez bien. Que vous Non, non, non. appréciez et justement que À vous étudier. connaissez bien, que vous connaissez bien. Le Que je thème de la connais bien, colonisation. je connais bien moins que tous les historiens que j'invite. Petit Oui, à petit, j'ai la connaissance, mais je commence à connaître un peu. Et c'est surtout sur le travail forcé. Et donc là, on a Madame Catherine Kokry-Vidrovitch, cette grande, grande, immense historienne qui n'est plus même plus à encenser tellement que bon, elle a fait ses preuves, qui elle a remis au goût du jour, entre guillemets, je ne sais pas comment l'exprimer, l'histoire de l'Afrique, puisque l'Afrique n'avait pas d'histoire, mais bien avant Sarkozy, l'Afrique n'avait pas d'histoire. Hein. Sur nos continents occidentaux, qu'on va nommer peut-être l'Europe, Angleterre, Amérique et USA, non, l'Afrique n'avait pas vraiment d'histoire. Elle a écrit l'histoire. Elle a fait en sorte que l'histoire de l'Afrique soit reconnue. Donc, c'est une grande spécialiste du colonialisme. Elle a exhumé le rapport de Brazza, hein, qui existait en 1905, dans De Brazza, qui était à la tête du Congo, et l'État français lui a demandé de faire un compte rendu un petit peu de la colonisation, de quoi. Et là, il a dit la vérité. Et alors, ce rapport, l'État français l'a mis un petit peu sous le tapis. Et voilà que Madame Catherine Kokry-Vidrovitch, dans les années 60, enfin, vraiment très, très tôt, il y a très longtemps, l'a sorti un petit peu, l'a exhumé.
et a tout fait pour qu'il soit édité, qu'il soit connu. Et il n'y a que quelques années qu'enfin il a été édité en BD. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est directement démocratique, quoi. Directement, tout le monde y a accès à la BD et c'est super efficace. Mais enfin, ça a été un travail de toute une vie. Ça, c'est des gens têtus. Moi, je n'invite que des chercheurs têtus qui ne sont pas consensuels dans l'opinion consensuelle, qui ont des critiques à faire argumentées et qui sont sur le terrain depuis un moment. Voilà, parce qu'il y a tellement de gens qui se prétendent experts, historiens, etc., que des fois, c'est le temps qui fait la confiance, hein, le temps, ce qu'ils ont mis en avant, leurs travaux, voilà, qui ne sont plus à remettre en cause. Voilà. Donc, je ne prends pas de risques, si vous voulez. Je prends des gens solides. Alors, ce jour-là, vous allez aussi programmer un film de Catherine Bernstein, Congo-Océan. Donc, c'est le chemin de fer Voilà, qui a été construit entre Brazzaville et Pointe-Noire, avec de très, très nombreuses victimes. Et alors, bon, on se absolument. demande aussi pourquoi ça a été construit entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ça a été aussi, est-ce que c'était justement pour faciliter la colonisation ou est-ce que c'était pour exporter et piller un peu plus l'Afrique? Oui, ils le disent eux-mêmes, hein, enfin, c'était pour nous. C'est-à-dire que au prix de morts, de milliers et de milliers de morts, parce que c'est une voie ferrée qui est jonchée, à- euh, tout le long, il y a des charniers. Donc, moi, j'avais fait un travail sur le Ah Congo bon? océan. J'ai fait là-bas au Congo, à Brazzaville. J'avais fait 2 ateliers pour mettre en scène, pour mettre en scène et leurs paroles et les paroles des gens. Voilà. Il y avait des slameurs, des danseurs, des comédiens, et aussi ce fameux texte de Albert Londres, Ah oui. Terre d'ébène. Et il y a un chapitre entier sur Congo océan qui est extraordinaire. Albert Londres a une verve vraiment qui se prête au théâtre, c'est extraordinaire. Donc on avait travaillé là-dessus, puis donc je suis une passionnée de cette voie ferrée, et ça m'est passé des choses. Et en effet, vraiment, c'est unanime, oui, ce n'était pas une voie ferrée qui était là pour faciliter la vie des indigènes, hein. Pas du tout. C'était au prix de vie de milliers d'indigènes. On a construit quelque chose qui enrichissait la métropole et tout le commerce mondial, hein, tout le commerce, voilà, le commerce tel qu'il est décuplé maintenant, mais c'était déjà là tout ça, voilà, avec des grandes grosses entreprises. Donc là, c'était Batignolles. Batignolles est devenu SPI Batignolles. Ils se sont ultra enrichis à cette époque et ils sont ultra riches et ils sont multinationales. Donc, il faut voir un petit peu comment se passe aussi le cheminement des entreprises. Et c'est là où Madame Catherine Kokri-Vidrovitch, c'est toute sa thèse, ses premières choses qu'elle a éditées, ça a été sa thèse, c'est sur le travail forcé, le Congo-Océan, et sur tout ça. C'est pour ça qu'elle est là. Et c'est la deuxième année qu'elle vient nous voir, hein, Catherine, hein. Oui, oui, c'est quelqu'un que j'admire, je l'avoue, je l'admire. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est une femme et on l'entend beaucoup moins que les hommes. Et pour moi, c'est une immense historienne. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent à la cheville, et ça, je le dis, je suis femme, et j'ai vraiment envie de le dire, on en a marre. Il faut que ces messieurs reconnaissent cette dame avec vraiment... Mais je veux dire publiquement, parce qu'ils la reconnaissent tous, mais en cachette. Enfin, avec elle, à elle, ils lui disent à voix basse, ah, vous êtes génial. Mais publiquement, non, non, je ne comprends pas. Voilà. Petite frangine, petit point levé sur la vanité de tant de seigneurs. Petite frangine, ton rire effronté bouscule la loi contre le malheur. Quittant l'autoroute des chemins gardés, montrant les banlieues pliées sous le lit, tu railles les riches et leurs délégués à coups de colère, de rouge et de nuit. Quand les
vagues grises débordent le port. Tu pousses ta barque pour pêcher les gens. Dans la rue qui coule, là tu nages encore, avec un sourire au milieu des dents. Petite frangine, petit point levé, sur la vanité de tant de seigneurs. Petite frangine, ton rire effronté bouscule la loi contre le malheur. Tu n'aimes pas l'ordre des mâles musclés, ceux qui se pavanent en gueule et en bras. Des milliers de causes te font défiler, brûlant d'une belle rage de combat. Passe, passe vite le pont des douleurs, tu risques la chance de ta liberté. Le quart de police crache son moteur et tu fais la nique au cerveau casqué. J'ai bien du bonheur d'être à ton côté quand sonne matine dans mon rêve plat. Sur la promenade calme et fatiguée, mon corps se dérange pour suivre tes pas. Je cours le pavé pour te rattraper. La vie roule vite et le temps s'en va. Cache bien tes peines, tu pourrais pleurer. Si le vent redouble, je suis près de toi. Petite frangine, petit point levé, sur la vanité de tant de seigneurs. Petite frangine, ton rire effronté bouscule la loi contre le malheur. Petite frangine, petit point levé, petite frangine, bouscule la loi contre le malheur. Alors, le dernier jour, on arrive au dernier jour, qui est le samedi 23 mars, donc 2024. Et là, alors, on rentre aussi dans l'actualité, parce que vous avez invité Eyal Sivan, qui va présenter, alors je ne sais pas s'il sera présent, mais qui va... Il est là, il sera il est présent. là. Ah ben alors oui. ça, c'est extraordinaire, parce qu'il va oui. présenter deux films. Et Voilà. bon, moi, je connaissais surtout La Route 181, qui a été un Oui. film absolument extraordinaire qu'il avait présenté à Paris, je m'en souviens, tout seul, parce que le réalisateur palestinien avec lequel il avait fait le film n'avait pas eu de visa, alors que lui avait quand même réussi à avoir le visa. Alors, c'est un homme extraordinaire qui fait des films très importants. Et là, alors, on arrive justement, alors il va projeté donc Jaffa, la mécanique de l'orange, et puis Voilà. Ingabert, le triomphe sur soi. Sur soi. Ingabert, le triomphe sur soi. Voilà. Voilà. Et alors là, c'est la première fois quand même qu'il vient à Oui. Le Mas d'Asile. Oui, mais comme je voulais faire dès le vendredi soir avec Catherine Kokrividrovitch, le travail forcé, mais c'est le colonialisme. Donc je voulais faire tout le week-end colonialisme, sur le colonialisme et la colonisation. Donc, il est évident qu'il y ait eu ces choses atroces, cette tragédie abominable qui s'opère en ce moment à Gaza ou pas, j'aurais eu la même réflexion parce que ça fait longtemps, parce que moi, Eyal Sivan, je l'admire et il a définitivement changé ma vision quant à Israël et Palestine. Il a complexifié ma vision, il m'a amené énorme, il ne sait pas à quel point il m'a amené ce monsieur. Donc lorsque je l'invite, je n'ai pas vu tous les films de lui, pas du tout encore malheureusement, mais c'est époustouflant aussi dans le sens que c'est un cinéaste qui travaille le cinéma. C'est un vrai cinéaste, ce n'est pas qu'un documentariste qui se sert d'une caméra. C'est vraiment, il a le sens, pour moi c'est un artiste incontournable, mais un artiste engagé, un artiste politique, mais incontournable. Combien d'artistes devraient prendre modèle sur lui? C'est génial, les idées qu'il a pour dire ce qu'il a à dire, sans être propagandiste ou maladroit. Enfin, il est vraiment, pour moi, c'est du grand art. Ça restera dans l'humanité. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre qu'il fait. Nous apprécions aussi
Eyal Silvan, cinéaste israélien, qui sera invité le samedi 23 mars à la manifestation culturelle Histoire de se rencontrer. Je rappelle que cette manifestation se tiendra au village Le Mât d'Asile. Alors en 1923, Eyal Silvan présentait son film Ed Gaber, Le triomphe sur soi à la Cinémathèque de Toulouse. Ce qu'il disait à ce moment-là reste d'une actualité brûlante avec justement ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, c'est-à-dire un massacre des Palestiniens. Je pense que de tout régime fasciste, c'est la manipulation de la peur. C'est-à-dire, on fait peur, et à partir de là, on devient comme les sauveurs. Israël, il se trouve que mon deuxième film s'appelle Izkor, les esclaves de la mémoire, et c'est sur cette thématique-là. C'est-à-dire, c'est l'éducation, comment on utilise la mémoire, soi-disant, et à partir de cette mémoire, on articule la peur. C'est-à-dire, Israël, nous, on a grandi dans l'idée que, grosso modo, à chaque moment, on est entouré des loups qui vont venir nous manger. Et donc, la solution, c'est il faut être plus fort, il faut avoir plus de barbelés, il faut avoir murs plus grands, il faut avoir des chars plus grands, etc., etc. Sans tenir compte que plus les murs il est haut, plus les autres trouvent des solutions pour les passer. Plus on a des chars, plus eux, ils vont passer de la pierre à l'attentat suicide, etc. Donc, en réalité, la peur est quelque chose qui, à la fois, il sude tout le monde. Je vais vous donner un exemple de cinéma. Vous voyez les westerns, vous voyez cette carrosse qui est dans les déserts, dans lesquels il y a les curés, les banquiers, la pute, la veuve. Vous voyez, ils sont tous ensemble, ils y vont vers l'ouest et tout, et ils n'ont rien en commun, ils se disputent, etc. Et tout d'un coup, arrivent les Indiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est des copains et tout, les curés avec la pute, les banquiers avec la veuve et tout, ils sont tous ensemble parce qu'il y a un ennemi commun. C'est ça les ressorts de la peur. C'est ça les ressorts de la peur. Et à la place de faire tout mon grand discours là, j'aurais pu citer Mahmoud Darwish, le poète palestinien, qu'en 1988, dans une rencontre qui a eu lieu à Tolède, dans laquelle il y a eu tous les mouvements, les différentes mouvances de juifs orientaux progressistes, y compris Shlomo Elbaz d'ailleurs, qui a fondé l'Orient pour la paix. Donc des juifs issus des pays arabes, beaucoup d'Israéliens, qui sont venus dans une rencontre avec l'OLP, 1988 à Tolède. Mahmoud Darwish monte sur scène et dit la phrase suivante, qui est peut-être la réponse même à votre question. Il dit « Nous, Palestiniens, nous savons que vous avez peur. Nous, Palestiniens, nous reconnaissons même votre peur. Nous, Palestiniens, on reconnaît même les sources de votre peur. Eh bien, justement, c'est votre peur qui nous fait peur. Un pays qui possède 200 têtes d'armes nucléaires et qui se positionne comme une vulnérabilité absolue, en psychiatrie, on appelle ça de la perversion ou de la schizophrénie, ça dépend. Je ne suis pas psychiatre, mais c'est entre les deux là. Mais cette schizophrénie-là, c'est la schizophrénie israélienne. C'est-à-dire, j'ai une scène que vous allez voir demain pour ceux qui auront la patience de regarder Route 181. C'est un soldat ultra, méga, super armé qui s'approche de la caméra. Il voit bien que la caméra tourne son arme avec un objectif de nuit, et machin. Il a un grand arme et tout. Et il explique jusqu'à quel point il est victime. Alors, soit que ce n'est pas une question politique, c'est une question psychiatrique, soit que cette peur est ce qui a été construit et distillé. Parce que finalement, vous dites, les Israéliens ne savent pas que Pérez a dit, et vous le croyez honnête, qu'on ne sait pas faire la paix. Moi, Pérez et honnêteté, c'est deux choses qui sont parallèles. Vous savez, parallèles, ça ne se croise jamais. Voilà.
Moi, j'aurais posé la question à Pérez autrement, et ça, c'est la question que je pose souvent aux Israéliens. Mais quel est l'intérêt d'Israël de faire la paix? Pourquoi? Quoi? Elle va vendre plus d'armes qu'elle ne vend pas aujourd'hui aux Émiratis et aux Saoudiens et aux Algériens et aux Marocains? Quoi? Elle va faire plus d'exports de high-tech? Pourquoi Israël aura intérêt de faire la paix? Aucun. Et c'est ça le problème. C'est un pays qu'il s'est constitué son état d'exception. C'est un état, avec E majuscule, d'exception. Son exception et sa spécificité, c'est parce qu'il est en guerre en permanence. Si Israël, demain, elle est la paix, tout le monde s'en foutra complètement. Les seuls, et c'est ça, alors la vraie peur, c'est pas la peur de génocide, ça. Les vraies peurs des Israéliens, c'est la paix. Et c'est ça que voulait dire Mahmoud Darwish, c'est votre peur qui nous fait peur. Parce que vous avez peur de la paix. Alors, le dimanche, on arrive au dimanche, alors là, c'est le dernier jour, hein, le 24 mars 2024, avec là, alors quelque chose que je ne connaissais pas du tout, la psychanalyse urbaine de l'ex-empire colonial. Alors là, c'est intéressant parce que j'avais jamais entendu parler avec Monsieur Laurent Petit. Ouais, alors, Laurent Petit, je crois qu'ils sont une petite équipe à avoir inventé un collectif euh, qui se nomme l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, la NPU. Donc, évidemment, on voit déjà l'ironie là-dedans. C'est quelqu'un qui, avec beaucoup de distanciation et d'ironie, traite le colonialisme et je pense c'est très, très instructif, hein, très pédagogique aussi. Cela reste très sérieux, mais avec beaucoup d'ironie. Pour lui, c'est quelque chose euh, de tellement retors, de tellement tordu le colonialisme, qu'il n'y a pas de truc à faire, c'est le psychanalyser, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est avec cet humour-là, c'est vraiment une distanciation, en fait, qu'il fait. Pour lui, c'est une névrose presque incompréhensible. Et c'est vrai que c'est le point de départ de beaucoup. Enfin, voilà quoi. Voilà, on connaît hein, les empires. Donc, j'avais envie de le convier. Il joue régulièrement, je sais plus comment il s'appelle, le truc sur l'immigration, là, le grand centre de l'immigration à Paris, enfin, autour de Oui, Paris. Là. le musée de l'immigration qui est à la Porte Dorée. Eh bien, il est convié régulièrement là. Et c'est comme ça que je l'ai repéré, ce spectacle, parce que ça fait au moins 2 ans que j'avais envie de l'inviter. Puis là, j'ai dit, comme je fais vraiment un week-end tout entier sur le Ah oui. colonialisme, je l'invite. Mais je trouve que c'est une belle idée. Je pense que ça fourmille de renseignements, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas en fait le colonialisme. On connaît les grands traits, mais alors, tout ce qui s'est passé, c'est tabou, c'est horrible quand on s'y penche dessus. Waouh! Et là, de plus en plus de gens prennent la parole hein, par rapport au colonialisme, en tout cas sur le continent africain, le continent asiatique, un petit peu moins. Ouais, voilà. Et ensuite, l'après-midi, nous Oui, avons une conférence. oui, Allez-y, posez une question. sur le Oui, oui, massacre de Tiaroy. voilà, le Ah, on massacre peut de rappeler Tiaroy. aussi ce que c'était que ce massacre de Tiaroy. Il faudrait peut-être le rappeler. Absolument, parce que il n'est pas connu non plus. D'abord, c'est depuis peu qu'il est nommé institutionnellement comme un massacre, comme le mot massacre. Et donc là, il y a des débats et une non-reconnaissance encore de l'État complètement. Et donc, il y a Madame Armelle Mabon, qui est une spécialiste du massacre de Tiaroy. Alors, elle, c'est l'incontournable du massacre de Tiaroy et qui se bat pour sa reconnaissance et qui se bat pour que l'on arrive à compter le nombre de morts qu'il y a eu. Qu'est-ce que c'est que ce massacre de Tiaroy? C'est des tirailleurs sénégalais qui, en 1944, d'ailleurs, ça sera les 80 ans cette année, en décembre, de ce massacre. Hein. Il y a plusieurs anniversaires aussi hein, là, qui se promènent, enfin, entre guillemets. Donc, voilà, ils ont été libérés, des prisonniers, des tirailleurs sénégalais. En plus, ils sont pour de vrai du pays du Sénégal, donc des tirailleurs. Et puis, on les a libérés, mais avant de partir, ils voulaient toucher leur solde. L'État français leur a dit, je crois qu'on vous en donne un petit peu, on vous donnera tout le reste là-bas. Ils n'étaient pas très contents. Arrivés là-bas, on les met dans un camp.
Et puis, ils réclament encore leur solde. On ne leur donne pas, enfin. Et après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et c'est là où on vient écouter Armel Mabon qui va nous en raconter bien plus en détail. Mais l'État prétexte que tout d'un coup, il y a eu une mutinerie, que l'armée a été obligée de se défendre et donc a tiré. Et ils en comptent alors soit 32, soit 35 personnes. Enfin, personne n'est d'accord sur les chiffres, mais en fait, Armel Mabon, dans ses recherches, elle en compte beaucoup plus. Et il n'y a pas eu de mutinerie, puisqu'ils n'étaient même pas armés. Ils n'étaient pas armés. Donc, ils se sont fait tuer, mais qu'est-ce que c'était? Enfin, bon, alors, elle s'est posé des questions, elle va venir nous parler de ce massacre. Elle nomme ça comme un crime d'État et surtout un mensonge d'État. Un mensonge d'État. Parce que voilà, nous en sommes à ces crimes contre l'humanité, mais les crimes d'État, les crimes de guerre, et tout ça. C'est-à-dire, c'est pas des homicides de privé, voilà, c'est quelqu'un, il a besoin d'argent, il va tuer quelqu'un pour lui voler son argent. C'est déjà atroce, hein, déjà. Mais là, c'est des crimes organisés quelque part par l'État, par les États. Les États, hein, ça peut pas, c'est pas forcément que l'État français. Toutes les nations portent leur, euh, leur mensonge d'État et voilà, hein, leur crime d'État. Hein, ça, faut pas se leurrer. Hein. Toutes les nations ont leur roman national. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est une bande dessinée Mort par la France qui rend hommage à ces tirailleurs sénégalais. Cette BD raconte aussi le combat d'une historienne, Armel Mabon. 20 ans qu'elle tente de réhabiliter cette mémoire. Un massacre qu'elle qualifie de crime d'État. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Armel Mabon. Alors ce massacre a été peu à peu oublié. Comment vous êtes retombée sur ces événements, vous ? C'est-à-dire que moi, je travaillais sur ces prisonniers de guerre indigènes, que ce soit les Nord-Africains et tous les originaires des colonies. Et forcément, j'arrive à Thiaroye, qui est une sortie de guerre problématique, où on sait qu'il s'est passé quelque chose. On parle donc de mutinerie, de rébellion armée. Et comme moi, il me manquait des archives quand j'ai travaillé sur cette partie-là, cette sortie de guerre problématique. J'ai essayé de comprendre, mais pourquoi je ne trouvais pas les archives qui me permettaient d'aller au bout de cette histoire. Justement, ça va être compliqué. Votre directrice de recherche, d'autres chercheurs ont cherché à vous dissuader de ce travail. Pourquoi ? Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans la bande dessinée. Alors, est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a une partie de fiction que j'ai laissé la fiction s'écrire aussi par le scénariste Pat Perna. Oui, quand j'ai révélé le mensonge d'État en 2014. Oui, j'ai été attaquée par un historien qui, lui défend une thèse, la thèse officielle, c'est-à-dire de la mutinerie, de la rébellion armée. Et donc, c'est là où je me suis défendue. J'ai déposé une plainte pour diffamation publique. Ça veut dire qu'on a remis une crispation où ça servait à rien. À un moment donné, il faut dire les choses, quoi. Alors, vos travaux remettent en cause cette thèse officielle. Quels sont vos arguments aujourd'hui ? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai fait tout un travail dans les archives. Alors, je ne me suis pas contentée des archives du service historique de la Défense. J'ai été aux archives des colonies qui sont à Aix-en-Provence. Mais surtout, j'ai regardé les archives de la justice militaire, puisqu'il y a eu un procès des meneurs, soi-disant meneurs de cette mutinerie. Donc, j'ai regardé les archives de ce procès. Et puis, surtout, j'ai été voir les archives qui n'ont pas été falsifiées, qui sont donc les archives à l'étranger, notamment les archives du navire, le Circassia, qui est un navire britannique, qui avait ramené ces hommes jusqu'à Dakar, où il y a le livre de bord, le journal de bord du navire. Il y a aussi des archives diplomatiques qui, elles, sont vierges de tout traficotage, etc. Et c'est là que, une fois que j'ai mis tous ces documents, que j'ai fait des confrontations, etc., et c'est là que le mensonge d'État... Qu'est-ce qui ne colle pas concrètement ? Qu'est-ce qui a été falsifié pour qu'on comprenne bien ? Alors, ce qui a été falsifié, c'est d'abord le nombre de rapatriés. C'est-à-dire qu'ils partaient à 2000 sur le navire. Bon, on sait que 315 exactement hommes ont refusé de monter sur le navire parce qu'ils n'avaient pas perçu ne serait-ce que les soldes de captivité, enfin le quart de solde de captivité. Et bizarrement... la thèse officielle. Voilà, la thèse officielle, ils sont 1300 à débarquer à Dakar. Donc, il manque 400 hommes. Ces 400 hommes, ce n'est pas 400 hommes qui sont restés à Casablanca parce qu'ils n'ont pas voulu monter sur le bateau. Ça, c'est un mensonge. Ces 400 ou 300 à 400 hommes, c'est sans doute, très vraisemblablement, le nombre de victimes. Ils n'ont jamais été enterrés de façon au cimetière militaire de Thiaroye.
ils sont dans des fosses communes et sont restés dans les fosses communes. Et puis moi, j'ai trouvé donc une circulaire, et grâce à Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre de la Défense, une circulaire qui fait croire que ces hommes ont perçu l'intégralité de leur solde de captivité avant de monter sur le bateau, alors qu'en fait, leur réclamation était légitime parce qu'ils n'avaient perçu pour la plupart qu'un quart de leur solde. Donc c'était des réclamations tout à fait légitimes. Et vous allez très loin aujourd'hui, vous évoquez même un crime d'État. Est-ce que là, vous ne sortez pas du champ de l'historienne? Alors, moi, en tant qu'historienne, je suis à la quête de la vérité. Donc, je cherche la vérité et mon travail à moi, c'est de trouver les archives permettant de m'approcher le plus possible de la vérité. J'ai effectivement trouvé, par exemple, un rapport qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'aux archives de la justice militaire qui évoque clairement que les automitrailleuses sont venues pour réduire les rebelles. Et ce n'était pas du tout un exercice de maintien de l'ordre. Réduire les rebelles, ça veut dire que c'était une opération de tir qui était programmée. Alors pourquoi il est nécessaire pour vous et indispensable que l'État français reconnaisse ce crime aujourd'hui? Parce qu'on on peut pas cicatriser tout ça avec du mensonge. Et on peut pas rajouter du mensonge sur du mensonge. Alors, il y a aussi, bon, pour la jeune génération, forcément que ça se sait au fur et à mesure. Moi, je vais pas me taire. Personne n'a droit de se taire. Et puis, il faut rappeler que, c'est un peu comme une affaire Dreyfus. Il y a une machination diabolique qui a été mise en place. Il y a des enfants, des petits-enfants de ces tirailleurs sénégalais qui ont le droit de connaître et de réclamer justice. Il faut un procès en révision pour réhabiliter les condamnés. Et il faut aussi exhumer les corps. On sait où sont les fosses communes. Ça appartient au président Macky Sall de prendre cette responsabilité. Et une fois qu'il y aura l'exhumation des corps, il faut les remettre dans une sépulture digne. Et puis, il y a aussi, moi j'ai retrouvé un seul fils d'une victime qui demande que son père ait la mention mort pour la France. Et c'est légitime, c'est normal. Donc pourquoi donc 70 ans plus tard, ou même plus de 70 ans plus tard, on n'écoute pas ces doléances? Moi, j'ai fait mon travail d'historienne. C'est maintenant une affaire politique. Alors justement, en 2014, François Hollande a rendu hommage à ces tirailleurs. Il avait réévalué le bilan à 70 morts. Qu'en est-il du président Macron? Est-ce qu'il s'est saisi du dossier? Alors moi, en tant qu'historienne, je lui ai écrit en lui demandant d'aller là où il y a les fosses communes pour qu'il tourne le dos aux mensonges. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Une dernière question rapidement. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la manifestation de la vérité sur ce massacre de Tcharoy, selon vous? Je ne sais pas trop. Il y a plusieurs hypothèses, mais ce que je vois, il y a une constante, c'est que du général de Gaulle au dernier commandant des forces françaises au Sénégal, qui a quitté son poste en 2010-2011, jusqu'à ces historiens qui falsifient encore aujourd'hui la vérité. Il y a, on dirait, le corps des officiers, par exemple Saint-Cyrien, qui serait à protéger, mais je n'en sais rien, je ne sais pas. Et vous terminez alors par une pièce de théâtre. Absolument. La Ça pièce, finit, oui. oui, Aube à Tiaroy. Alors c'est Voilà, donc une pièce, oui, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Aïcha Euzé. Aïcha Euzé, elle fait un triptyque sur Tiaroy. Et c'est Armel qui me l'a recommandé, me disant que c'était très, très sensible et très, très beau, cette pièce. Alors, je fais confiance à Armel Mabon. Et Aïcha Euzé est quand même est un nom quand même parmi les artistes. Elle a fait pas mal de choses. Elle a participé à des documentaires par rapport au massacre de Tiaroy, etc. Donc, on est ravis de la recevoir et on finit par une pièce de théâtre. Oui, en effet. On finit par une pièce de théâtre sensible et d'ailleurs familiale, que tout le monde peut voir. Les enfants comprendront ce qu'ils comprendront, pas tout peut-être, mais ils auront de quoi comprendre et de quoi entendre et de quoi s'émerveiller aussi. Il y a des chants, etc. Hein, il y a de beaux moments quoi, dans cette pièce. Voilà. C'est un beau moment. alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à inviter le maximum de personnes de l'Ariège et peut-être au-delà, hein, de venir vous rejoindre. Parce que dans votre festival, il y a donc des conférences, des films, des pièces de théâtre. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis surtout Des des rencontres. expositions, Et surtout des rencontres. mais des rencontres. Tout est fait pour se rencontrer. Donc, du lundi au vendredi, ce ne sont que des soirées. Voilà. Mais du coup, les gens, si ils ont envie de continuer à rencontrer Catherine, elle est là elle reste plusieurs jours, elle est là dès le jeudi, elle reste jusqu'au dimanche matin. Euh,
Bon, Christian, il est trop occupé, il repart à Toulouse, il a un colloque rapidement à Toulouse le lendemain, ça tombe bien en plus parce que il était convié à Toulouse, franchement, je ne le savais pas auparavant. Euh, mais enfin, on a le temps de rencontrer. Les invités eux-mêmes ont le temps de se rencontrer entre eux. Les spectateurs ont le temps de rencontrer les invités, de rencontrer leur œuvre. Il y aura la table librairie tenue par les éditions du Bout de la Ville qui font un travail remarquable au Mas d'Agile. Remarquable, voilà ce qu'on peut trouver en Ariège. Nous arrivons à la fin de notre émission Civis Pacem. Nous remercions Maëlys Isabelle Bouffard-Tigue qui nous a présenté le programme de la manifestation culturelle Histoire de se rencontrer, manifestation qui se tiendra au village Le Mas d'Asile du lundi 18 au dimanche 24 mars 2024. Si vous avez la possibilité de vous rendre en Ariège, nous vous invitons bien sûr à participer à ces rencontres qui s'annoncent très riches et très instructives. Nous remercions aussi Serge Geroyot pour ses chansons qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission, et aussi Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions Civis Pacem. Et nous terminons par la chanson la plus célèbre de Serge Geroyot, qui elle aussi est toujours d'actualité. Elle est intitulée « Amis de sous la cendre ». À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Amis de sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Ah, je crie à moi les étrangers. La vie
et pas